le dièse iré de cher Rachmaninov, je me suis rendu compte du besoin d'ouvrir les fenêtres quand on écoutait Rachmaninov. Donc je voulais commencer une série de vidéos au sujet de Serge Rachmaninov, car il m'a accompagnée toute la vie et bien souvent, de ma première impression jusqu'à maintenant, je vais à la fenêtre lorsque j'écoute du Rachmaninov. Si le temps le permet, j'ouvre la fenêtre et je me plonge dans l'univers. J'étoufferais. Cette musique est tellement grande les murs d'une maison sont trop étroits pour elle. Et donc, pendant des années, je n'ai pas osé jouer du Rachmaninov. Je pensais, comme j'ai des mains modérées, on va dire, que je n'avais pas les mains de la taille nécessaire pour ces grands arpèges, ces grands accords. Donc, je voulais commencer une série de vidéos au sujet de Serge Rachmaninov, car il m'a accompagnée toute la vie et bien souvent, de ma première impression jusqu'à maintenant, je vais à la fenêtre lorsque j'écoute du Rachmaninov. Si le temps le permet, j'ouvre la fenêtre et je me plonge dans l'univers.
J'étoufferais. Cette musique est tellement grande les murs d'une maison sont trop étroits pour elle. Et donc, pendant des années, je n'ai pas osé jouer du Rachmaninoff. Je pensais, comme j'ai des mains modérées, on va dire, que je n'avais pas les mains de la taille nécessaire pour ces grands arpèges, ces grands accords. Donc, en écoutant cette étude tableau, opus 39, numéro 2, en la mineur de Serge Rachmaninoff, la fenêtre ouverte, eh bien, on entend des triolets en main gauche, très régulièrement, et la main droite vient rarement se poser sur le premier temps des triolets, mais elle se met je ne vais pas faire une biographie dans le sens de biographie linéaire, mais biographie dans le sens du vivant. Qu'est-ce qu'un compositeur apporte à celui qui l'écoute? Qu'est-ce qu'un compositeur apporte à celui qui le travaille, qui le joue au piano? L'humain. Que ce soit l'écoute comme au travail, c'est l'humain qui nous guide. Or, Rachmaninoff, son côté humain, il le doit aux événements qu'il a traversés, qu'il a subis. Ce que vous écoutez pendant que je vous parle, c'est la première symphonie que Rachmaninoff a composée lorsqu'il avait une vingtaine d'années, symphonie qui a été descendue en flammes par César Cui, du groupe des Six, qui voulait défendre une musique nationale, parce qu'avant la Russie, il faut le savoir, depuis Pierre le Grand, elle ouvrait la porte grande ouverte aux créateurs européens, que ce soit l'architecture avec les Italiens ou la musique avec les Allemands ou les Belges, par exemple. Vieux Temps et Eugène Ysaÿe ont été enseigner le violon à Moscou. Le théâtre, eh bien, c'était l'affaire d'un échange entre la France et Moscou. Et voilà, même l'Angleterre mettait son petit grain de sel à cette époque-là en envoyant ses nurses. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Pierre le Grand est venu en Belgique. Il a pris les eaux à Spa. Pierre le Grand a rencontré les rois de France. Et le français était parlé par toute l'aristocratie. Il a fallu attendre les dégâts de la révolution russe, qui arrangeait bien quand même, en 1917, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, afin de ne pas partager la réussite de cette guerre avec l'Empire russe. Il faut parfois savoir lire l'histoire entre les lignes. Mais Rachmaninoff, il n'a pas lu l'histoire entre les lignes. Il les a reçues de plein fouet, en plein cœur. Je vous ai dit que je n'allais pas faire quelque chose de linéaire.
mais tout va s'entrecroiser, comme au piano. La musique de Rachmaninov, lorsqu'on n'a que deux mains, ben, tout s'entrecroise. Et les temps sont différents. Il y a un temps de décor sonore, comme une respiration. Et puis alors, il y a un temps qui arrive à contre-temps dans le chant, qui va se poser par hasard, mais pas toujours en synchronicité avec la main gauche. Parce que le propre de Rachmaninov est d'écrire en triolet une main et en mesure binaire de l'autre. Dans des grandes phrases, les phrases de Rachmaninov, elles peuvent avoir 1 mètre sur le piano. Les phrases de Rachmaninov, elles sont l'espace de la Russie, elles sont les steppes de la Russie, elles sont le langage russe. Elles sont la foi orthodoxe qui arrive directement au ciel. Ça, ce sont les phrases de Rachmaninov. Et nous, notre pauvre mémoire de langue médiane, nous n'allons pas dans les graves quand nous parlons, nous n'allons pas dans l'aigu quand nous parlons, nous restons au centre, nous restons modérés. Eh bien, notre mémoire, elle peine à retenir ces grandes phrases. Donc voilà, Rachmaninov, il va entrecroiser ce que lui subit. Il est né en 1873, dans une famille noble, une famille avec un terreau musicien, mais une gloire militaire. Le père de Rachmaninov était un joueur. Il va brûler les 5 propriétés que lui et sa femme possèdent. Ils ont 6 enfants. Hein. Donc, Serge est né en 3e position. Il avait 3 sœurs et 2 frères. 2 de ses sœurs sont décédées de maladie encore enfant. Il avait une dizaine d'années. Et d'une famille aisée, il va se retrouver vers 12 ans dans une famille ruinée, qui peinait même à leur payer l'éducation des enfants. Le père va mener sa vie de son côté à ce moment-là, les temps étant trop douloureux. Chacun vit séparément. Et ne sachant pas entreprendre des études qui leur permettraient de rentrer dans la garde impériale, Serge Rachmaninov ne fera que des études de musique. Quand je dis que, heureusement pour nous. Donc il va d'abord avoir un professeur, une dame. Donc, le conservatoire de Moscou de Saint-Pétersbourg sont assez récents dans l'histoire de la Russie. C'est 1862. Mais donc, à 4 ans, la maman de Serge remarque quand même son aptitude musicale et sa grande mémoire. Elle fait donc venir une dame qui a suivi les cours au conservatoire, qui va lui donner la bonne base musicale. Après, il va passer 4 années chez un professeur Tserev, qui élevait ses élèves à l'aube. Il avait une grande maison, il avait une dizaine d'élèves qui vivaient là en pension. Il les levait à l'aube, piano, composition, exercice technique, et le soir, théâtre, concert. Donc voilà, ils ont baigné dans la musique pendant 4 ans, et après, il a pu rentrer au conservatoire dirigé par Arensky à ce moment-là, et il va en sortir à 19 ans avec une œuvre primée, un opéra primé. Je mettrai toutes les références en dessous de cette vidéo. Mais un drame va déjà le frapper. Et ce drame, vous l'entendez pour le moment, c'est la première symphonie en ré mineur, opus 13, qu'il va composer dans sa jeunesse, et qui va être descendu en flammes. Alors, je choisis ce mot exprès, les flammes.
parce que, bon, on présente toujours l'enfer comme étant un brasier et des flammes vengeresses. Eh bien, César Cui, qui est à l'origine du groupe de musiciens pour la défense de la musique de la nation russe, va le descendre en flamme en disant que c'est un orchestre vraiment des limbes de l'enfer, et que si on ne veut pas subir le sort de ces infortunés, il faut quitter la salle du spectacle. Rachmaninov est complètement détruit par cette critique. Il ne s'attendait pas, il n'était pas sur la défensive. Il faut dire que Glazunov, qui dirigeait l'orchestre et la symphonie, avait l'habitude de s'échauffer un petit peu. C'est un pays froid, la Russie, de s'échauffer avec une bouteille d'alcool. Et ce jour-là, on pense qu'il a un peu exagéré la boisson. Et il n'a pas été à la hauteur, il n'a pas bien pu diriger cette nouvelle œuvre que les musiciens ne connaissaient pas bien. En plus, les répétitions n'avaient pas eu lieu dans les temps, donc personne n'était préparé et ça a été un fiasco. Il a détruit le manuscrit de sa symphonie. Heureusement, des témoins connaissaient l'œuvre et on a pu la restituer par la suite. Et c'est ça que vous écoutez pour le moment par le conducteur Sletanov. C'est superbe. Je n'avais jamais voulu écouter cette symphonie avant, parce que c'est déjà d'un autre siècle, la symphonie, il faut dire. J'en ai écouté tellement des classiques de Haydn ou de Mozart, et puis après Beethoven et Brahms, qu'à un moment donné, après Mahler, on sature un peu. Et donc je n'avais jamais voulu l'écouter, et puis, sachant l'effet qu'elle avait fait à Rachmaninov, et la lutte qu'il a dû faire après, pendant 4 ans pour récupérer un peu de santé, et pour pouvoir à nouveau composer, eh bien, je l'ai écouté et j'ai été séduite, c'est superbe. Et vraiment, je vous invite à l'écouter par un conducteur russe, parce qu'il y a eu aussi des conducteurs russes qui l'ont enregistré à 2 reprises à Amsterdam. Mais vaut mieux choisir soit l'orchestre de Leningrad, soit Saint-Pétersbourg, voilà. On est originaire d'un pays, chacun naît à un endroit du monde avec une spécificité. Ça n'est pas se sentir supérieur ou inférieur de constater cela. La langue y est pour quelque chose. La langue russe, elle va dans les graves, elle va dans l'aigu, elle a un registre énorme. Elle sait exprimer par sa foi orthodoxe tous les fastes que nous avons effacés. Et nous avons une voix médiante, non, ni dans les extrêmes graves, ni dans les extrêmes aigus. Et donc, quand une musique russe doit être vraiment vécue au mieux, il faut que ce soit dans son pays. Nous pouvons l'apprendre, nous pouvons l'apprécier, nous pouvons l'écouter, nous pouvons essayer de la jouer, mais il nous manquera toujours la langue. Il nous manquera toujours les forêts de bouleaux, les loups, la neige, le froid, et les icônes, et les cloches. Donc je vous ai parlé, je vous ai d'abord mis en garde pour dire que je n'allais pas faire quelque chose de linéaire, j'en suis incapable. Je n'ai pas abordé Rachmaninov de façon linéaire comme j'ai abordé mon répertoire par Jean-Sébastien Bach, et puis Haydn, et puis Mozart, pour arriver tout doucement vers Chopin, et puis alors découvrir Debussy, et puis Poulenc. Non, non. Et Ravel, ne l'oublions pas, Ravel. Non, Rachmaninov, il m'a d'abord pioché le cœur et l'âme. Et quand je dis une musicienne à la fenêtre, il m'a fait aller à la fenêtre. Quand j'étais enfant et que je l'écoutais au concours Reine-Élisabeth, je courais ouvrir la fenêtre, j'habitais la campagne, je devais respirer l'univers, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais ça m'a toujours fait cet aspect-là. Et au fur et à mesure que j'ai découvert Rachmaninov, c'est par sa musique. J'ai découvert d'abord qu'il maniait le cheval à la perfection. Ce sont des grandes cavalcades dans ses concertos, dans toutes ses œuvres. Et puis,
je me suis rendu compte, grâce aux écrivains, surtout Tolstoï, de l'amour de la nature qu'a l'âme slave, que nous avons perdu. D'abord, nous sommes dans un tout petit pays. Évidemment, ça c'est la pub qui vient tout modifier. Donc voilà, je laisse quand même. Voilà, j'ai bien fait. C'est reparti. Et donc, je ne sais plus, j'ai perdu le fil à cause de ça. Désolée. Eh bien, c'est l'occasion de... Ah oui, l'humain. Et donc, si on ne comprend pas l'aristocratie, si on ne comprend pas les grands espaces, si on ne comprend pas le servage, ce n'est pas l'esclavage, c'est un lien de protection entre un maître et son serf en Russie. C'est-à-dire que le maître ne mettra jamais le serf à la porte. Même s'il ne sait plus travailler, il aura sa maisonnette, il aura de quoi manger, il aura de quoi se chauffer. On dit petite mère et on dit petit père en Russie. Un maître qui possède 500 hectares et qui a 30 serfs, il va appeler son serf petit père ou petite mère. Il y a une affection. Il n'y a pas le mépris ni l'arrogance et l'apanage de quelqu'un sur un autre. Et ça, nous ne savons pas comprendre, nous, Européens et occidentaux, colonialistes, par exemple. Il n'y a pas d'inférieur supérieur. Il y a des êtres humains qui ont tous une foi, et celui qui possède des biens, il protège celui qui n'en a pas. Et celui qui n'a rien, il donne son labeur à l'autre, tout en retirant un gain pour lui et ses enfants. Et une école et une éducation. Il faut lire les écrivains russes, ils décrivent ça à merveille, on peut découvrir un tas de choses. Mais voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais pouvoir mûrir un petit peu mon projet dans des vidéos qui vont succéder à celle-ci. Je vous remercie pour votre indulgence. J'espère que je ne vous aurai pas déçu avec mes allers-retours dans le passé, dans le présent et tout, mais je vous fais part un peu, voilà, à brûle-pourpoint, c'est vraiment le mot, de l'immense admiration et de l'estime humaine fraternelle que j'éprouve pour Serge Rachmaninov.